Avez-vous déjà imaginé vivre dans un endroit où la frontière change autour de vous, où chaque génération doit redéfinir son identité, ses loyautés et même la langue qu'elle parle à la maison? Bienvenue en Alsace-Lorraine, aujourd'hui appelée Grand Est, une région où le temps et les cartes semblent danser au rythme des guerres et des traités. Imaginez une petite rue pavée à Strasbourg, le matin d'un hiver de 1871. Les volets sont encore fermés, la neige couvre les toits, et les habitants se pressent pour ouvrir leur boulangerie et marcher. Un jeune garçon, Antoine, regarde par la fenêtre de sa chambre. Dans ses pensées, il se demande: sommes-nous Français ou Allemands maintenant? La guerre de 1871 vient de se terminer, et avec elle, le traité de Francfort a changé tout ce que ses parents connaissaient. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont désormais annexées par l'Empire allemand. Antoine entend son père murmurer dans la cuisine: « Nous devrons apprendre l'allemand, mais mon cœur reste français. » Sa mère, elle, reste silencieuse, le regard perdu dans ses mains, comme si elle essayait de retenir un passé qui disparaît. Cette région, perchée entre le Rhin et les forêts du massif des Vosges, a été un carrefour de culture pendant des siècles. Chaque village, chaque maison, chaque pierre raconte une histoire d'identité partagée et de loyauté contradictoire. Les habitants parlent un dialecte particulier, l'alsacien, mélange de français et d'allemand, reflétant ce va-et-vient constant entre deux nations. Le basculement de l'Alsace-Lorraine entre la France et l'Allemagne n'est pas seulement une histoire de bataille et de traités. C'est une histoire de vies humaines, de familles séparées, de traditions interrompues et de fêtes qui changent de nom selon l'occupant du moment. Imaginez Louise, une femme dans la trentaine vivant à Metz en 1914. Quand la Première Guerre mondiale éclate, elle se souvient encore des histoires que lui racontait sa grand-mère sur la guerre précédente. Elle pense à son frère parti servir dans l'armée allemande, tandis que son cousin a rejoint l'armée française. Comment peut-on survivre avec tant de loyauté conflictuelle dans le cœur? Pendant plus de 4 décennies, de 1871 à 1918, l'Alsace-Lorraine se transforme. Les écoles enseignent l'allemand. Les documents officiels sont rédigés en allemand et les noms des villes changent. Strasbourg devient Strasbourg, Metz devient Metz, mais avec des noms de rues et institutions germanisés. Pourtant, les habitants ne perdent pas complètement leur identité française. À la maison, on parle encore français ou alsacien. Les chants, les recettes, les fêtes familiales restent des liens avec la France, une sorte de résistance silencieuse mais persistante. Antoine grandit dans ce monde divisé. Il se rappelle des conversations avec ses camarades. Certains se sentent allemands parce qu'ils doivent apprendre cette langue à l'école. D'autres restent attachés à la France. Un jour, il demande à son père: « Papa, si je pars à Paris, serons-nous encore de votre pays ?» Son père répond doucement: « Mon fils, ce qui fait un pays n'est pas seulement les cartes, c'est le cœur des gens. » Ces mots résonneront toute sa vie. Puis vient la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles en 1919. L'Alsace-Lorraine redevient française. Pour beaucoup, c'est un soulagement, mais la joie est mêlée de confusion et de perte. Des familles se retrouvent face à des choix difficiles.
rester dans la région sous nouvelle administration ou partir pour l'Allemagne. Les générations qui avaient grandi sous l'Empire allemand doivent maintenant réapprendre la France. Les écoles changent de programme. Les administrations modifient leur langue. Et même les uniformes des soldats se transforment. Dans cette période de transition, la vie quotidienne reste un mélange de cultures. Dans les marchés de Colmar ou de Mulhouse, les vendeurs proposent des saucisses à la manière allemande et des pains français. Les cafés affichent des journaux français et allemands, et les conversations oscillent entre deux langues, parfois dans la même phrase. Les habitants ont appris à naviguer entre ces mondes, créant une identité hybride, ni totalement française, ni totalement allemande, mais profondément alsacienne-lorraine. Pour comprendre cette complexité, il faut aussi écouter les voix des enfants et des jeunes adultes. Imaginez Marguerite, une adolescente, en 1930, à Nancy. Elle raconte à sa meilleure amie: « Quand je parle allemand à mes cousins, je me sens différente. Mais quand je parle français à l'école, je sens qu'une partie de moi disparaît. » Cette sensation d'être entre deux mondes est une réalité quotidienne pour toute une génération. Les frontières ne sont pas seulement géographiques, elles sont émotionnelles, culturelles et sociales. Cette tension se reflète aussi dans les fêtes et traditions locales. Les marchés de Noël à Strasbourg continuent de célébrer les traditions germaniques avec des sapins, des chants et des décorations typiques. Mais on y trouve aussi des éléments français, pâtisseries, chansons et manières de se saluer. Chaque année, les habitants traversent un mélange de nostalgie et d'adaptation, créant un patchwork vivant de cultures et de souvenirs. L'Alsace-Lorraine est aussi une région de stratégie et de survie. Les familles doivent s'adapter à chaque changement de pouvoir pour protéger leurs biens et leur sécurité. Les jeunes hommes sont enrôlés selon la nationalité de l'occupant et les femmes doivent gérer la maison et la famille, pendant que le monde autour d'eux change constamment. Antoine, devenu adulte, se souvient des conseils de sa mère. « Apprends toutes les langues, mon fils. Connais les lois de tous ceux qui pourraient régner ici. » Ces mots illustrent la réalité d'une vie où l'incertitude est constante et où l'adaptabilité devient une forme de courage. Mais la frontière n'est pas seulement politique. Elle traverse les émotions et les souvenirs. Les habitants ressentent un sentiment de perte chaque fois qu'un traité redessine la carte. Chaque nouvelle génération doit réapprendre ce que signifie appartenir à un pays, à une communauté et même à une famille. Les fêtes, les mariages, les métiers et les écoles deviennent des lieux où se joue l'équilibre fragile entre tradition et adaptation. Alors que le temps avance, l'Alsace-Lorraine devient le théâtre de nouvelles tensions. La Seconde Guerre mondiale approche et l'histoire de cette région ne fera que se répéter avec encore plus d'intensité et de tragédie. Les habitants connaissent déjà la douleur du changement forcé et certains commencent à craindre que l'histoire ne se répète. Antoine, désormais père, raconte à ses enfants des histoires de loyauté, de courage et de survie, essayant de leur transmettre une compréhension de leur héritage complexe, pour qu'ils puissent un jour naviguer dans ce monde en mutation avec sagesse et résilience. Les années 1930 passent, et l'Alsace-Lorraine, redevenue française, semble respirer un air de stabilité
Mais cette tranquillité est fragile. La montée des tensions en Europe fait frémir la région. Les habitants ressentent une inquiétude sourde, comme si la mémoire des annexions passées était inscrite dans les pierres des maisons et dans le souffle du vent à travers les ruelles. Marguerite, maintenant jeune adulte, travaille dans une librairie à Strasbourg. Chaque matin, elle observe les passants dans la rue. Certains parlent avec un accent allemand, d'autres français, et beaucoup mélangent les deux. Elle se souvient de ses cours d'histoire à l'école, les noms de villes, les dates des traités, les guerres qui ont marqué la région. Mais ce qu'elle sent vraiment, ce sont les histoires de sa famille et de ses voisins, ces récits intimes que les livres ne racontent jamais. Un jour, un voisin, Hervé Weber, frappe à sa porte. C'est un vieil homme qui a vécu toute la vie sous l'Empire allemand, avant le retour à la France. Il tient une boîte en bois polie, pleine de lettres anciennes. « Marguerite, dit-il doucement, lis ceci. C'est mon passé, mais c'est aussi le tien, celui de notre région. » Marguerite ouvre la boîte et découvre des lettres écrites à la main, certaines en français, d'autres en allemand, racontant des mariages, des naissances, et surtout les peurs silencieuses de vivre au milieu d'un conflit constant. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, et une fois encore, l'Alsace-Lorraine devient un champ de bataille politique et culturel. L'armée allemande envahit la région et les habitants sont de nouveau confrontés à la réalité du choix. Collaborer pour survivre, résister pour leur identité ou simplement espérer passer inaperçu. Antoine, devenu vieux, regarde ses petits-enfants. Il leur raconte les histoires de sa jeunesse en insistant sur un point. La frontière n'est pas seulement une ligne sur une carte. Elle peut être dans les cœurs et les esprits. La vie quotidienne change brutalement. Les noms français sont germanisés. Les uniformes allemands deviennent la norme. Et la langue enseignée dans les écoles est imposée. Pour Marguerite, qui tient toujours la librairie, c'est un dilemme constant. Devrait-elle continuer à vendre des livres français ou se plier à la nouvelle réglementation? Chaque décision semble peser sur l'âme de la ville, et chaque sourire dans la rue est teinté de prudence et de peur. Dans les familles, les conversations deviennent furtives. Les enfants apprennent à cacher certains mots, à éviter certains sujets pour ne pas attirer l'attention. Louise, une amie de Marguerite, raconte à voix basse à sa sœur: « Il faut parler allemand quand les officiers passent, mais à la maison, ne laisse jamais le français mourir. » Ces moments capturent le paradoxe de la région. Vivre sous un pouvoir étranger tout en préservant son héritage. La résistance, pourtant, s'organise. Des groupes se créent et apparaissent dans les villages et les villes. Les habitants cachent des informations, aident des familles à fuir ou transportent des messages. Entre la France et l'Alsace, Lorraine occupée, Antoine, bien que vieillissant, participe discrètement à ces actions, transmettant sa connaissance de la région et des réseaux locaux. Chaque geste est risqué, chaque action peut être fatale. Et pourtant, pour eux, c'est un acte de survie culturelle et morale. Dans cette atmosphère tendue, les fêtes et traditions deviennent encore plus importantes. Les marchés de Noël, les fêtes de la moisson et les mariages sont des moments où l'Alsace-Lorraine peut respirer.
même un peu. On y chante en français, on danse en allemand, et les plats traditionnels deviennent des symboles de mémoire et de résilience. Les habitants créent des micro-mondes où leur identité peut survivre malgré l'oppression extérieure. La guerre transforme aussi les paysages. Les villes comme Metz et Strasbourg sont marquées par les bombardements et les occupations. Les bâtiments portent les cicatrices des conflits, mais les habitants reconstruisent chaque pierre avec soin, comme pour dire que leur histoire ne sera pas effacée. Marguerite, en regardant la cathédrale de Strasbourg endommagée, pense à toutes les générations qui ont vécu ici. Chaque pierre a un souvenir, chaque vitrail, une histoire. Et nous devons continuer à raconter ces histoires. Mais au-delà des destructions physiques, ce sont les émotions qui sont le plus touchées. Peur, la loyauté et le sentiment d'appartenance sont constamment remis en question. Les habitants vivent dans un état de vigilance permanente. Antoine se souvient des nuits où il entendait des pas lourds sur les pavés et il se demandait, serait-ce l'armée allemande ou française? Et à quel point devrais-je changer ma voix pour passer inaperçu? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles déterminent la sécurité et même la vie de chacun. Pourtant, au milieu de ce chaos, il existe des moments de solidarité et de tendresse. Les voisins se soutiennent, partagent de la nourriture, échangent des nouvelles de familles dispersées et créent des réseaux de soutien invisibles mais vitaux. C'est dans ces gestes simples que la culture et l'identité trouvent leur force, résistant à la violence et aux changements imposés par l'extérieur. La frontière, invisible mais omniprésente, devient un symbole. Ce n'est pas seulement une ligne géographique, mais un miroir de l'âme. Les habitants de l'Alsace-Lorraine comprennent que leur loyauté n'est pas toujours vers un drapeau, mais vers les valeurs qu'ils veulent préserver, la famille, la culture et la mémoire collective. Chaque décision, chaque mot, chaque sourire peut être un acte de résistance ou d'adaptation, et souvent un mélange des deux. Alors que la guerre s'achève en 1945 et que l'Alsace-Lorraine redevient française, la région entre dans une période de reconstruction et de réflexion. Les habitants doivent réapprendre à vivre dans un pays qui, pour beaucoup, est à la fois familier et étranger. Les écoles réintroduisent le français, les noms des rues changent à nouveau, et les familles se retrouvent face à une nouvelle réalité. Mais contrairement aux générations précédentes, il y a désormais une mémoire collective des conflits, des choix difficiles et des identités hybrides. Cette mémoire devient un guide pour construire un avenir plus stable. Marguerite, en observant ses enfants jouer dans la rue, se rend compte que leur vie sera différente. Ils parleront français, mais ils connaîtront aussi l'histoire allemande de leur région. Ils apprendront que les frontières peuvent changer, mais que certaines valeurs, certains souvenirs et certaines traditions sont indestructibles. L'identité alsacienne-lorraine devient un équilibre délicat entre l'adaptation et préservation, entre douleur et résilience, entre mémoire et futur. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace-Lorraine entre dans une période de reconstruction. Mais la guerre a laissé des traces profondes. Les rues de Strasbourg et de Metz portent encore les cicatrices des bombardements, et les habitants portent dans leur cœur le poids de loyauté partagée, de pertes familiales
et de souvenirs douloureux. Pour beaucoup, la question de l'identité devient centrale. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être alsacien, lorrain, français ou allemand? Antoine, maintenant vieil homme, se promène dans la ville qu'il a connue et non. Il observe les cafés rouvrir, les marchés reprendre vie, et les enfants jouer entre les maisons encore à moitié réparées. Ses pensées se tournent vers ses propres petits-enfants. Il se demande, vont-ils comprendre ce que nous avons vécu? Vont-ils sentir la frontière qui a toujours été entre nos cœurs et nos maisons? Dans cette période, la transmission de l'histoire devient essentielle. Marguerite, toujours à la librairie, organise des lectures pour les jeunes, leur racontant des histoires, des guerres passées, des annexions et des occupations. Elle insiste sur le fait que la région n'est pas seulement un lieu géographique, mais un espace vivant de mémoire et de culture. Vous devez connaître ces histoires, dit-elle à ses jeunes lecteurs, pour comprendre qui vous êtes et pourquoi cette région est unique. Les écoles enseignent désormais le français, mais l'allemand reste présent dans la culture locale. Beaucoup de familles continuent de parler l'alsacien à la maison. Les chansons, les recettes et les fêtes familiales servent de pont entre le passé et le présent. Les habitants développent un sentiment de fierté pour leur patrimoine hybride, une identité qui ne se réduit pas à un drapeau ou à une carte, mais à des traditions vivantes et à des souvenirs transmis de génération en génération. Dans les villages, on voit des exemples fascinants de cette résilience culturelle. Les marchés de Noël reprennent, mélangeant les chants allemands et français. Les artisans proposent des objets qui reflètent dans les deux influences, des décorations typiques germaniques aux motifs français, des pains et pâtisseries aux saveurs hybrides. Chaque objet, chaque geste, chaque sourire devient un acte de préservation de la mémoire. Cependant, la reconstruction n'est pas seulement culturelle. Les habitants doivent aussi reconstruire leur vie matérielle. Les maisons détruites, les commerces fermés et les infrastructures endommagées nécessitent des efforts immenses. Les familles qui ont vécu la guerre avec des pertes douloureuses doivent maintenant créer un quotidien stable pour leurs enfants. La survie, après tant de conflits, devient un projet collectif, une manière de se réapproprier la vie. Marguerite se souvient d'une conversation avec une voisine, Gertrude, qui avait vécu toutes les annexions et occupations. Chaque fois que les drapeaux changent, nos cœurs changent aussi. Mais il y a quelque chose qui reste. La mémoire de nos familles, de nos traditions, de nos fêtes. C'est cela qui fait que nous sommes encore ici. Ces mots résonnent dans les esprits de tous ceux qui ont connu la guerre, rappelant que l'identité ne se limite pas aux frontières politiques. La question de la nationalité devient également un sujet de réflexion. Beaucoup d'habitants ont des passeports allemands, français, ou parfois des documents mêlant les deux. Les mariages entre familles aux identités différentes deviennent plus fréquents, renforçant le mélange culturel. Antoine pense souvent à son propre mariage, où il a dû naviguer entre les attentes de ses parents et les réalités du monde après la guerre. L'amour et la famille peuvent traverser les frontières que la politique impose, dit-il souvent à ses enfants. Au fil des années, le Grand Est devient un laboratoire vivant de culture hybride. Les habitants apprennent à intégrer les expériences passées dans leur vie quotidienne. Les bibliothèques, les musées et même les rues elles-mêmes racontent cette histoire complexe.
À Strasbourg, par exemple, la cathédrale reste un symbole de continuité malgré les occupations successives. Les visiteurs peuvent voir les traces des siècles, les restaurations, et comprendre que chaque génération laisse sa marque sur le tissu de la ville. Mais cette période n'est pas exempte de tensions. Certaines familles ressentent toujours la douleur de la guerre et des annexions. Les souvenirs des disparitions, des trahisons ou des choix difficiles pèsent lourd. Dans les villages, des disputes éclatent parfois autour de questions de loyauté et d'histoire. Certains veulent effacer le passé, d'autres le préserver à tout prix. Marguerite, dans ces moments, agit comme médiatrice, rappelant que la survie culturelle nécessite patience et respect pour toutes les expériences vécues. Les habitants trouvent également des moyens créatifs pour préserver leur héritage. Les contes et légendes locales sont racontés aux enfants. Les fêtes traditionnelles sont réinventées pour inclure tous les aspects de leur patrimoine, et les langues locales continuent de vivre à travers la musique et la littérature. La mémoire devient ainsi un outil pour créer une communauté forte et consciente de ses racines multiples. Un exemple marquant est celui des familles qui se rendent chaque année sur les lieux des anciens conflits pour se souvenir et transmettre l'histoire. Antoine emmène ses petits-enfants sur les collines où il avait joué enfant, expliquant les événements de chaque bataille, les décisions difficiles prises par leurs ancêtres et la manière dont la région a survécu malgré tout. Ces moments sont chargés d'émotions et de leçons sur la résilience humaine et culturelle. Les archives, lettres et photographies deviennent également des trésors précieux. Les habitants les conservent avec soin, racontant les histoires de leurs ancêtres et documentant les changements incessants des frontières. Chaque document est un rappel que la région a été façonnée par des siècles de conflits, mais aussi par des générations d'adaptation et de créativité. Cette transmission intergénérationnelle façonne l'identité du Grand Est. Les enfants comprennent que leur héritage est unique, mais aussi complexe. Ils apprennent à célébrer la diversité linguistique, à respecter les traditions multiples et à naviguer dans un monde où les frontières ne sont jamais entièrement fixes. La région devient un modèle vivant de coexistence culturelle, où chaque habitant joue un rôle dans la préservation et l'évolution de son identité. À travers tout cela, une question persiste. Comment vivre dans un endroit où les frontières changent mais où la vie continue? Pour les habitants de l'Alsace-Lorraine, la réponse est simple et profonde à la fois, en valorisant la mémoire, en cultivant la résilience et en construisant des ponts entre les cultures. Les expériences du passé, bien que douloureuses, deviennent une source de force et de créativité pour le futur. Marguerite, observant le marché de Noël une fois de plus, sourit en voyant des enfants chanter en français et en alsacien, en goûtant des pâtisseries allemandes et françaises et en échangeant des histoires avec leurs voisins. Elle pense « C'est ainsi que nous survivons, pas seulement en résistant aux frontières, mais en vivant notre culture pleinement, chaque jour. » Aujourd'hui, le Grand Est semble calme, prospère et intégré dans la France moderne. Mais pour les habitants, la mémoire des frontières changeantes reste vivante. Les villes comme Strasbourg, Metz et Mulhouse sont des carrefours de culture, de langue
et d'héritage. Les touristes y voient des cathédrales, des marchés et des façades anciennes. Mais les habitants sentent sous leurs pas l'histoire complexe de loyauté partagée, de choix difficiles et de traditions hybrides. Antoine, maintenant très âgé, se promène dans les rues rénovées de Strasbourg avec ses petits-enfants. Il observe la cathédrale illuminée par le soleil du matin et se souvient des hivers de son enfance, de la neige sur les pavés et de la peur silencieuse des annexions. Il pense « Nous avons survécu à tout. La guerre, les occupations, les langues imposées. Mais ce qui reste, c'est notre identité. Pas celle dictée par une carte, mais celle que nous avons construite nous-mêmes. Les jeunes générations, comme les petits-enfants d'Antoine et Marguerite, vivent une vie plus stable. Elles apprennent le français à l'école, mais beaucoup prennent des cours d'allemand par curiosité ou pour voyager. Elles grandissent en écoutant les histoires de leur famille, des histoires de guerre et de paix, de frontières et de foyers. Ces récits leur donnent une compréhension unique de leur culture et de leur héritage. Ils apprennent que l'identité n'est jamais simple, qu'elle se compose de couches multiples de souvenirs, de langues et de traditions. Le Grand Est est devenu un exemple vivant de coexistence culturelle. Les habitants célèbrent à la fois les traditions françaises et allemandes et développent une identité locale qui n'appartient qu'à eux. Les marchés de Noël, les festivals d'été et même les repas de famille sont des lieux où cette culture hybride se manifeste pleinement. Les enfants chantent en alsacien et français, mangent des pâtisseries inspirées des deux cultures et écoutent des histoires où les héros sont français et allemands à la fois. Mais la région n'a pas oublié les leçons du passé. Les musées et mémoriaux racontent l'histoire des guerres et des annexions, tout en mettant l'accent sur la résilience des habitants. On y voit des lettres, des photographies et des objets qui racontent la vie quotidienne sous différentes administrations. Ces documents montrent que, malgré les conflits, la culture et la mémoire ont survécu, transmises de génération en génération. Pour comprendre cette identité complexe, il suffit d'écouter les voix locales. Un professeur de lycée à Strasbourg explique « Nos élèves ne voient pas seulement une frontière sur une carte, ils voient l'histoire, la culture et les choix de leur famille. Ils comprennent que vivre ici, c'est naviguer entre des mondes et que cette navigation forge un caractère unique. » Ces mots capturent parfaitement la réalité du Grand Est, un endroit où les frontières peuvent changer, mais où la culture, la mémoire et l'identité continuent de vivre. Les familles jouent un rôle central dans cette transmission. Les repas de dimanche, les histoires racontées au coin du feu et les traditions familiales deviennent des points d'ancrage dans un monde en perpétuel changement. Antoine raconte à ses petits-enfants comment son père lui a appris à résister, non avec des armes, mais avec des mots, des histoires et le respect de ses racines. Marguerite, quant à elle, transmet la richesse de la langue alsacienne et des traditions locales. Chaque geste, chaque récit, chaque chanson est un fil qui relie le passé au présent. Le Grand Est montre également que l'identité n'est pas une prison, mais une construction vivante. Les habitants ont appris à intégrer les différentes influences, à accepter la complexité et à célébrer leur héritage unique.
Cette capacité à s'adapter tout en préservant ses racines est une leçon pour tous ceux qui vivent dans des régions marquées par l'histoire et les conflits. Les villes continuent de se transformer. Strasbourg est devenue un symbole de coopération européenne avec le Parlement européen et d'autres institutions internationales. Metz accueille des festivals culturels qui célèbrent à la fois le patrimoine français et allemand. Mulhouse est connue pour son industrie et ses musées qui racontent l'histoire industrielle et culturelle de la région. À travers ces transformations, la région montre comment le passé peut nourrir l'avenir et comment la mémoire et l'identité peuvent devenir des forces créatrices plutôt que des poids. Mais derrière ces façades modernes, les habitants ressentent toujours le poids des générations passées. Chaque famille a ses histoires de guerre, de loyauté et de survie. Chaque village conserve des traces d'anciennes frontières, des murs de maisons aux noms gravés sur les pierres des rues. Ces traces rappellent que la vie dans cette région a toujours été un équilibre fragile entre adaptation et préservation, entre mémoire et avenir. Antoine, marchant lentement avec ses petits-enfants, leur montre un ancien moulin sur les bords de l'île. Il raconte comment son père travaillait ici sous l'Empire allemand, comment sa mère chantait des chansons françaises pour lui rappeler la maison, et comment eux-mêmes ont survécu aux occupations. Les enfants écoutent attentivement, absorbant l'histoire et comprenant que leur identité est tissée de ces expériences multiples. Le message du Grand Est est clair. La frontière n'est pas seulement une ligne sur une carte, mais une expérience humaine. Les habitants ont appris à naviguer entre langues, cultures et loyautés, et à transformer les cicatrices du passé en un patrimoine vivant. Chaque geste de mémoire, chaque tradition préservée, chaque récit familial contribue à construire une identité forte et résiliente. Et aujourd'hui, alors que le Grand Est s'épanouit dans un contexte européen plus large, les habitants continuent de célébrer leur héritage hybride. Les marchés de Noël et les festivals, les bibliothèques et les musées, les rues et les maisons racontent tous une même histoire, celle d'une région qui a survécu aux guerres, aux occupations et aux changements de frontières, mais qui a préservé sa culture et sa mémoire grâce au courage et à la résilience de ses habitants. Alors que le soleil se couche sur Strasbourg, Antoine sourit en regardant ses petits-enfants courir dans les rues pavées. Il pense à tous ceux qui ont vécu ici avant lui, à toutes les générations qui ont dû réapprendre ce que signifie appartenir à un pays. Et il comprend enfin ce que son père lui avait dit autrefois. Ce qui fait un pays, ce n'est pas seulement une carte, c'est le cœur des gens. Le Grand Est n'est pas seulement une région entre deux nations. C'est un témoignage vivant de culture, de mémoire et de résilience. C'est un endroit où chaque pierre, chaque chanson et chaque sourire racontent l'histoire des générations qui ont appris à vivre sur la frontière entre deux mondes et à en faire leur maison. Si vous avez aimé ce voyage à travers l'histoire de l'Alsace-Lorraine, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes qui façonnent notre monde.